Je m'appelle Jean-Pierre, et pendant 72 ans, mon univers a été un monde modeste et tranquille, peint dans les teintes douces de mari, de père, et de veuf. Ce fut une vie vécue pour les autres, une tapisserie tissée avec les fils de leurs besoins, de leurs joies et de leurs peines. Je croyais que c'était là la forme la plus pure de l'amour, un don de soi constant et désintéressé. C'était une conviction à laquelle je me suis accroché avec la ténacité silencieuse d'un artisan polissant son bois le plus précieux, jusqu'au matin de mon 72e anniversaire, le jour où le monde que j'avais si soigneusement façonné s'est effondré en poussière. L'odeur de la frangipane et des fraises du fraisier que j'avais préparé pour moi-même emplissait mon petit pavillon à Lyon, un arôme réconfortant qui avait toujours été synonyme de fête. C'était un mardi du début du mois de mai, et le soleil projetait de longs et doux doigts de lumière sur le chêne ciré de ma table de salle à manger. Je l'avais mise pour deux, en utilisant la porcelaine de Limoges que ma mère m'avait laissée, son délicat motif floral rappelant une époque plus douce. Dans un vase en cristal, un bouquet de pivoines de mon jardin s'épanouissait avec une exubérance tranquille, leurs pétales rose tendre reflétant le battement d'espoir dans mon cœur. J'attendais mon fils, Antoine. J'avais imaginé une célébration simple, du gâteau, un café, et le rythme facile de notre histoire commune. Ce que je n'avais pas imaginé, c'était l'étranger qui arriverait à sa place, un homme qui avait le visage de mon fils mais qui portait un vide glacial dans son regard. Quand la sonnette retentit à 14 heures précises, je me suis dépêché d'ouvrir, un sourire déjà naissant sur mes lèvres. Mais le sourire a vacillé et s'est éteint quand je l'ai vu sur le pas de la porte, sa femme, Sophie, un pas derrière lui, le regard fixé sur le paillasson usé. Il formait un portrait d'une sinistre résolution. Antoine ne tenait ni fleurs, ni cadeaux joliment emballés. À la place, il serrait contre sa poitrine un élégant porte-document en cuir, comme un bouclier. « Papa, il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix dénuée de toute chaleur. Il n'est pas entré, n'a pas offert une accolade ou même un simple « joyeux anniversaire ». Les mots restèrent suspendus dans l'air calme de l'après-midi, lourd et menaçant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant plus qu'un filet mince et chevrotant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Antoine bougea enfin, me frôlant pour entrer dans l'entrée, l'odeur de son parfum de luxe, vive et étrangère dans le confort familier de ma maison. Il posa le porte-document sur la table de la salle à manger, son cuir sombre contrastant violemment avec la nappe brodée de ma mère. « Nous avons pris une décision, » annonça-t-il, d'un ton plat et mécanique. « Tu n'es plus en sécurité ici, papa. Tu deviens distrait. La semaine dernière, tu as laissé le gaz allumé, et l'autre jour, tu es tombé dans l'atelier. Tu ne peux pas vivre seul. » Mon esprit s'emballa pour tenter de donner un sens à ces paroles, cherchant les souvenirs qu'il décrivait. Le gaz ? Je n'avais pas cuisiné de la semaine. Une chute ? J'avais passé l'après-midi précédent à poncer un vieux fauteuil, mon corps endolori d'une agréable fatigue, mais je n'étais pas tombé. C'étaient des mensonges, si éhontés et si cruels qu'ils m'ont coupé le souffle. Antoine, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas laissé le gaz allumé. Je ne suis pas tombé. Ma voix tremblait, une symphonie de confusion et d'une terrible compréhension naissante. Ne discute pas, papa, dit-il d'un geste de la main, comme pour chasser une mouche importune. C'est pour ton bien. Nous t'avons trouvé un endroit formidable, une résidence pour seniors appelée les Jardins d'Argent. C'est charmant, avec des soins 24 heures sur 24. Tu y seras beaucoup plus en sécurité. Ces mots étaient un torrent, emportant les fondations de ma vie. Je regardais les papiers qu'il étalait maintenant sur la table des formulaires d'admission, des autorisations médicales, des documents juridiques. Ma vie, cédée sans mon consentement. Le jour de mon anniversaire. Mais c'est ma maison, ai-je murmuré, les mots coincés dans ma gorge. Ta mère et moi. Nous avons construit notre vie ici. Tu as fait tes premiers pas dans ce salon. Tous mes souvenirs sont dans ces murs. Antoine soupira, un son d'impatience pure et sans mélange. Cette maison est un fardeau, papa. L'entretien est trop lourd, la taxe foncière est exorbitante, et elle est bien trop grande pour une seule personne. Ça n'a aucun sens de la garder. Nous la vendrons, et l'argent couvrira largement les frais des Jardins d'Argent. Et voilà, la vérité froide et dure, exposée sur la nappe de ma mère. Il ne s'agissait pas de ma sécurité. Il s'agissait de cette maison, un pavillon charmant mais modeste que ma défunte femme, Isabelle, et moi avions acheté pour une bouchée de pain il y a 45 ans dans un quartier alors populaire. Mais Lyon s'était étendu, et notre rue tranquille était maintenant un secteur très recherché.
La maison, notre foyer, valait maintenant près d'un demi-million d'euros. Antoine ne s'inquiétait pas pour moi, il s'inquiétait pour mes biens. Je ne vends pas ma maison, Antoine, dis-je, une lueur de défi s'allumant en moi. Et je ne vais dans aucune maison de retraite. Le masque de fausse sollicitude tomba de son visage, remplacé par une expression de fureur froide qui me fit reculer. Tu n'as pas le choix, siffla-t-il. La voiture des Jardins d'Argent sera là dans 1 heure. Tout est déjà organisé. 1 heure. J'avais 1 heure pour dire adieu à 45 ans de ma vie. Je regardais autour de moi la pièce baignée de soleil, les photographies sur la cheminée Isabelle, son bras autour de mon épaule, Antoine, enfant aux dents de lait sur une balançoire et une vague de désespoir si profonde qu'elle en était physique me submergea. J'ai plaidé, j'ai raisonné, je lui ai rappelé les sacrifices que j'avais faits. Après le décès d'Isabelle 20 ans plus tôt, j'avais pris du travail supplémentaire, réparant des meubles pour les voisins jusqu'à avoir les doigts à vif, économisant chaque sou pour qu'il puisse intégrer son école de commerce. J'avais vendu la montre en or de mon propre père pour l'aider avec l'apport de son premier appartement. Rien de tout cela n'avait d'importance. Son cœur était une pièce fermée à clé, et je n'avais plus la clé. Lorsque la camionnette blanche immaculée avec l'inscription « Les Jardins d'Argent » en élégantes lettres vertes s'arrêta devant le trottoir, je sus que le combat était terminé. D'une main tremblante, je fis une petite valise. Quelques vêtements de rechange, une photographie d'Isabelle, un recueil de poèmes de Prévert bien usés. Une vie distillée dans un unique bagage. Sur le seuil, alors que 2 employés attendaient patiemment, Antoine se pencha vers moi, sa voix un murmure venimeux destiné à moi seul. « Tu vas te morfondre là-bas, papa. Tu ne mérites que ça. » Ces mots furent un coup physique, et je chancelai. Mais à cet instant de déchirement absolu, une chose étrange se produisit. Un minuscule sourire secret effleura mes lèvres. Parce que je savais quelque chose qu'Antoine ignorait. Je savais un secret qui, dans 3 jours exactement, allait tout changer. Mon frère aîné, Lucien, était décédé 1 mois auparavant à Grenoble après une longue et discrète bataille contre la maladie. Homme brillant et farouchement indépendant, Lucien ne s'était jamais marié ni n'avait eu d'enfant, consacrant sa vie à sa carrière d'entrepreneur avisé dans le secteur de la tech. 3 semaines plus tôt, son notaire, un homme aimable du nom de Maître Dubois, m'avait appelé. « Monsieur Dubois, avait-il dit, la voix douce, votre frère vous a désigné comme l'unique légataire de l'ensemble de ses biens. » Je n'avais pas compris les implications au début. Lucien avait toujours vécu modestement, dans un petit appartement sans prétention, conduisant une voiture ordinaire. Il ne parlait jamais de richesse. Mais quand Maître Dubois m'avait montré le dossier dans son étude, le monde avait basculé. Mon frère, discret et sans histoire, avait, au fil de décennies d'investissements brillants et prudents, amassé une fortune de 17 millions d'euros. Les documents finaux seront prêts pour votre signature ce vendredi, m'avait expliqué Maître Dubois. Une fois que vous aurez signé, les actifs seront transférés sur vos comptes dans un délai de 3 jours ouvrables. J'ai fait le calcul mentalement. Vendredi, c'était dans 3 jours. Ce qui signifiait que 3 jours après que mon fils m'eût mis au rebut, je serais un homme aux moyens considérables. J'avais choisi de ne pas parler de l'héritage à Antoine. J'avais voulu, sottement peut-être, croire que son amour pour moi n'était pas transactionnel. Maintenant, assis à l'arrière de la camionnette, regardant ma maison, mon atelier, ma vie s'éloigner au loin, j'avais ma réponse. Une vérité douloureuse, brutale, et finalement libératrice. Les Jardins d'Argent étaient, comme Antoine l'avait promis, un établissement magnifique. Des pelouses manucurées, des couloirs étincelants, et un personnel qui m'accueillait avec des sourires professionnels et étudiés. Mais c'était une cage dorée, et j'en étais le nouvel occupant, bien malgré moi. Ma chambre était petite et stérile, avec un lit simple, une armoire, et une fenêtre qui donnait sur une cour parfaitement sculptée et sans âme. Cette première nuit, je suis resté allongé dans ce lit inconnu, l'odeur d'antiseptique piquante dans mes narines, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, pour l'amour que j'avais si librement donné et qui avait été si cruellement trahi. Mais sous le chagrin, une nouvelle émotion prenait racine. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose de plus calme, de plus fort. C'était de la résolution. Antoine pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir dépouillé de ma maison, de mon autonomie, de ma dignité. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était, ai-je réalisé en sombrant finalement dans un sommeil agité, le commencement.
Les premiers rayons de lumière du matin filtrèrent à travers la fenêtre immaculée de ma chambre au jardin d'argent, mais ils n'apportèrent aucune chaleur. J'avais passé la nuit suspendu entre un sommeil léger et la dure réalité de ma nouvelle existence, le fantôme de la vieille lampe de chevet d'Isabelle sur le plafond de ma chambre à la maison vacillant dans mon esprit. Chaque détail stérile de cet endroit témoignait de ce que j'avais perdu. Après un petit déjeuner composé de porridge tiède et de café insipide, partagé dans une salle à manger caverneuse avec des dizaines d'autres résidents dont les visages exprimaient un langage commun de résignation, je me suis retiré dans ma chambre. Je n'étais pas l'un d'entre eux. J'avais un secret, une flamme d'espoir qui me réchauffait de l'intérieur. Dans 2 jours, ma vie m'appartiendrait à nouveau. J'ai sorti mon téléphone portable, un appareil simple qu'Antoine avait insisté pour que j'aie en cas d'urgence, n'imaginant jamais que je l'utiliserais pour orchestrer ma propre libération. J'ai trouvé le numéro de Maître Dubois, le notaire de mon frère, et j'ai composé le numéro d'une main sûre. « Jean-Pierre, bonjour », répondit-il, sa voix étant une encre bienvenue de professionnalisme. Je relisais justement votre dossier. Tout est prêt pour notre rendez-vous de vendredi à 10h pour finaliser la succession. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai expliqué ma situation que j'étais désormais résident d'une maison de retraite, placé là contre ma volonté par un fils qui me croyait incapable de me gérer. Il y eut un long silence pensif à l'autre bout du fil. « Jean-Pierre, c'est une affaire sérieuse », dit finalement Maître Dubois, son ton passant de professionnel à préoccupé. « Mais soyons clairs, vous n'avez pas été déclaré légalement incapable. Vous êtes libre de quitter cet établissement à tout moment. J'enverrai une voiture privée pour venir vous chercher vendredi matin pour notre rendez-vous. Après la signature, nous prendrons des mesures juridiques immédiates pour vous protéger, vous et vos biens. » Je lui ai demandé de maintenir une discrétion absolue. Je n'étais pas prêt à ce qu'Antoine soit au courant de l'héritage. Je voulais voir jusqu'où il irait, comprendre toute l'étendue de sa trahison. Quand j'ai raccroché, une profonde tristesse m'a envahi. Je me suis assis sur le bord du matelas rigide et j'ai laissé mon esprit vagabonder à travers les années. Je me suis souvenu d'Antoine enfant, tout en couette et genoux écorchés, qui grimpait sur mes genoux et me disait que j'étais le meilleur papa du monde entier. Je me suis souvenu des longues nuits que j'avais passées à son chevet, lui épongeant le front quand il avait de la fièvre. Mais je me suis aussi souvenu d'autres choses, de petits signes avant-coureurs que j'avais choisi d'ignorer. La façon dont, à 17 ans, il avait hurlé qu'il avait honte de notre pavillon minuscule et pathétique. La façon dont il avait exigé une voiture neuve pour son 21e anniversaire, menaçant de couper les ponts si je refusais. J'avais toujours excusé son comportement, me disant que c'était l'arrogance de la jeunesse, qu'il était de mon devoir de père de lui donner tout ce que je pouvais. Maintenant, à la lumière crue de cette chambre stérile, je voyais la vérité, j'avais élevé un fils qui assimilait l'amour à l'acquisition. Et la faute, en partie, était la mienne. Je ne lui avais jamais appris la signification du mot « non ». Je n'avais jamais fixé les limites qui auraient protégé non seulement ma dignité, mais aussi son caractère. Vers midi, une infirmière m'a informé que j'avais un appel à la réception. C'était Antoine. « Papa, dit-il, sa voix froide et professionnelle. Je t'appelle juste pour te dire qu'on a commencé à vider la maison. Il faut la préparer pour l'agent immobilier. » À peine 24 heures ne s'étaient écoulées. Une fureur froide, vive et nette, a traversé ma tristesse. « Antoine, ce sont mes affaires. Tu n'as pas le droit d'y toucher. » Il soupira, ce son familier d'impatience lasse. « Ne sois pas si dramatique, papa. Ce ne sont que de vieilles camelotes. De plus, nous avons un acheteur potentiel qui est très intéressé et veut que ça aille vite. Tout sera terminé dans quelques semaines. On verra bien ce qui se passera dans quelques semaines, n'est-ce pas ? Dis-je, ma voix si calme qu'elle m'a surpris moi-même. Il y eut un temps de silence. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Demanda-t-il, une note de suspicion dans la voix. Rien, mon grand, répondis-je doucement. Juste que la vie est pleine de surprises. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. Cet après-midi-là, je me suis assis dans le jardin méticuleusement entretenu des jardins d'argent avec un carnet et un stylo que j'avais trouvé dans le tiroir du bureau. J'ai commencé à élaborer un plan. Premier point de la liste, révoquer la procuration que j'avais bêtement accordée à Antoine 3 ans auparavant. Elle lui donnait le contrôle de mes comptes bancaires, et il fallait y mettre un terme. Deuxièmement, annuler la carte de crédit supplémentaire de mon compte qu'il utilisait comme si c'était la sienne. Troisièmement,
contacter Maître Dubois pour engager un agent immobilier de premier ordre afin de mettre ma maison en vente, selon mes propres conditions. Quatrièmement, et le plus crucial, rédiger un nouveau testament. L'actuel laissait tout à Antoine. Cela allait devoir changer. En écrivant, j'ai ressenti une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies, le sentiment de mon propre pouvoir. Pendant si longtemps, ma vie avait été définie par ma relation avec les autres. Maintenant, grâce au dernier et extraordinaire cadeau de Lucien, j'étais en mesure de me définir moi-même. Ce soir-là, dans la salle à manger, je me suis assis avec une dame âgée nommée Hélène, qui avait des yeux gentils et fatigués. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais au Jardin d'Argent. Juste mon deuxième jour, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Les premiers jours sont les plus difficiles. Mon fils m'a placé ici il y a 5 ans. Il vit à l'étranger, vous savez. Très occupé. J'ai entendu la douleur inexprimée dans sa voix, le récit soigneusement construit qui rendait l'abandon supportable. J'ai ressenti une vague d'empathie pour elle, pour toutes les personnes dans cette salle qui avaient donné leur vie à leur famille, pour être ensuite considérées comme une gêne dans leurs dernières années. Mais je ne serai pas comme eux. Je ne m'effacerai pas en silence. Plus tard dans la nuit, un texto a illuminé mon téléphone. C'était de mon petit-fils, Léo. Papy, maman a dit que tu es dans une maison spécialisée parce que tu n'allais pas bien. Tu vas bien? Antoine avait menti à son propre fils. Mon cœur s'est serré pour Léo, un adolescent sensible de 16 ans, et sa sœur cadette, Chloé, qui n'avait que 13 ans. Ils étaient des pions innocents dans le jeu cruel de leur père. Je vais bien, mon grand, ai-je répondu par texto. Ne t'inquiète pas pour ton vieux papy. Je me suis fait le vœu silencieux que, lorsque la poussière serait retombée, je trouverais un moyen de préserver ma relation avec eux. Avant de m'endormir, j'ai sorti la photo usée d'Isabelle que j'avais emportée. Son sourire était chaleureux, ses yeux pleins de l'amour qui avait été le fondement de ma vie pendant 40 ans. Oh, Isabelle, ai-je murmuré dans l'obscurité. Tu n'en croirais pas tes yeux de voir ce que notre fils a fait. Mais ensuite, j'ai pensé à Lucien, à sa farouche indépendance et à sa force tranquille. Merci, Lucien, ai-je pensé, une nouvelle vague de détermination m'envahissant. Merci de me donner la force de me battre. Je ne le décevrai pas. Je ne me décevrai pas moi-même. Cette histoire était loin d'être terminée. Le vendredi se leva, gris et couvert, un miroir de la tourmente des derniers jours, et pourtant je ressentais un étrange sentiment de calme. Je m'habillai avec soin d'un simple costume en tweed et de la montre qu'Isabelle m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. À 9h30, une élégante berline noire arriva à l'entrée des Jardins d'Argent. Le chauffeur, un jeune homme poli, me tint la porte comme si j'étais un roi. En route vers le centre-ville, je regardais les rues familières de Lyon défiler, non plus en prisonnier, mais en homme à l'aube d'une nouvelle vie. L'étude de Maître Dubois était un sanctuaire de compétences tranquilles. Pendant 2 heures, nous avons examiné le vaste et complexe portefeuille que Lucien avait constitué. Des parts dans des startups technologiques à Grenoble, des investissements dans des vignobles bordelais, une collection stupéfiante de premières éditions. La valeur totale était de 17 300 000 €. D'une main qui ne tremblait que légèrement, je signai chaque document, chaque trait de plume étant une déclaration de mon indépendance. Une fois ces documents enregistrés, le processus de transfert commencera, expliqua Maître Dubois. Les fonds devraient être entièrement accessibles sur vos comptes d'ici lundi. Avant de partir, nous nous sommes occupés des autres affaires urgentes. Il a préparé les documents pour révoquer immédiatement la procuration d'Antoine, a envoyé un fax à ma banque pour geler la carte de crédit supplémentaire, et a contacté un serrurier de confiance pour changer les serrures de ma maison l'après-midi même. Et le testament, demanda-t-il doucement. Je veux créer une fondation au nom de mon frère, dis-je, l'idée me venant avec une clarté absolue. La fondation Lucien Dubois. Elle fournira une aide juridique et financière aux personnes âgées exploitées par leur propre famille. Maître Dubois me regarda, une lueur d'admiration dans les yeux. Je pense que votre frère aurait beaucoup aimé cela. Je suis retourné au Jardin d'Argent cet après-midi-là, un homme différent. Je n'étais plus Jean-Pierre, le père oublié. J'étais le gardien de l'héritage de Lucien, un homme avec une mission. Le premier appel d'Antoine est arrivé à 11h le samedi matin. Sa voix était un cri d'indignation. « Papa, ma carte de crédit a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait ?» Je gardai ma voix égale, presque sereine.
Oh, ça? Je fais quelques ajustements financiers, mon grand. J'ai décidé que tu es un adulte et que tu peux certainement gérer tes propres dépenses à partir de maintenant. Mes dépenses? Cette carte était pour les courses de la maison. J'en ai besoin, balbutia Théil. Ce dont tu as besoin, Antoine, dis-je, ma voix se durcissant légèrement, c'est d'apprendre la valeur de l'argent. Chose que j'ai clairement échoué à t'enseigner. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. L'appel suivant est arrivé 2 heures plus tard. Cette fois, c'était Sophie, essayant d'être la voix de la raison. Jean-Pierre, il semble y avoir un malentendu. Nous sommes passés à la maison pour prendre encore quelques affaires, et les serrures ont été changées. Il y a un avis sur la porte d'un avocat. Il n'y a aucun malentendu, Sophie, dis-je froidement. C'est ma maison. J'ai changé les serrures. Vous ne devez plus entrer dans la propriété. Mais la vente? Nous avons un acheteur. Vous n'avez rien, l'ai-je coupé. Parce que la maison n'est pas à vous de la vendre. L'appel final et désespéré d'Antoine est arrivé tard cet après-midi-là. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, papa, mais tu fais une terrible erreur. Tu as besoin de l'argent de cette maison pour payer les jardins d'argent. L'hypocrisie était à couper le souffle. Ne t'inquiète pas pour mes finances, Antoine, dis-je, laissant une pointe de glace percer dans ma voix. Il se trouve que je suis parfaitement à l'aise. Mon frère Lucien était un homme très généreux. Il y eut un silence stupéfait. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. De quoi tu parles, balbutia Théil. Je parle de mon héritage, mon grand, dis-je en savourant l'instant. Un héritage dont tu ne savais rien quand tu as décidé que je serais mieux à pourrir dans une maison de retraite. J'ai raccroché et un profond silence a rempli ma petite chambre. Le pouvoir avait changé de camp. Le jeu avait changé. Et pour la première fois depuis très longtemps, c'est moi qui avais toutes les cartes en main. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités ciblées. Le lundi matin, la totalité des 17 300 000 € apparut sur mon compte bancaire. Le chiffre était si vaste, si incompréhensible, qu'il ressemblait plus à une chaîne de chiffres aléatoires qu'à une réalité tangible. Mais c'était réel, et c'était à moi. Maître Dubois avait organisé la vente de ma maison par l'intermédiaire d'un agent discret qui a trouvé une charmante jeune famille cherchant à s'installer à Lyon. Ils ont offert le prix demandé, et j'ai accepté sans hésiter. La signature de l'acte de vente était prévue pour la fin du mois. Mon ancienne vie était en train d'être soigneusement et efficacement mise de côté. Pendant ce temps, les appels et les messages d'Antoine avaient dégénéré en un cycle frénétique de rage, de supplication et de manipulation. Il s'est avéré que lui et Sophie étaient noyés sous plus de 200 000 € de dettes, un fait qu'ils avaient commodément omis. Ils comptaient sur la vente de ma maison comme leur bouée de sauvetage financière. Le jeudi, Antoine est apparu au jardin d'argent, le visage masqué par une contrition étudiée. Il a apporté un bouquet de lys et une boîte de chocolat fin. « Papa, j'ai été si stupide », commença-t-il, la voix tremblante. J'étais stressé, nous étions endettés, je ne réfléchissais pas clairement. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardé, mon beau-fils tourmenté, et j'ai ressenti une pointe de l'ancien amour familier. Mais elle était éclipsée par la lumière claire et froide de la vérité. « Serais-tu ici, Antoine ?» demandai-je doucement, « si j'étais encore juste un vieil homme seul avec une maison que tu voulais vendre ?» Ses yeux ont vacillé. Le mensonge qu'il s'apprêtait à dire mourut sur ses lèvres. « C'est bien ce que je pensais, » dis-je doucement. Je lui ai parlé du Nouveau Testament, de la Fondation Lucien Dubois. J'ai vu la couleur quitter son visage alors qu'il réalisait que l'héritage qu'il venait de découvrir était déjà hors de sa portée. « Tu ne peux pas me faire ça, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je suis ton fils. » « C'est vrai, ai-je convenu. Et je serai toujours ton père. Mais je ne serai plus ton filet de sécurité. Toi et Sophie êtes des adultes. Vous avez créé ce gâchis financier, et vous devrez trouver un moyen de le régler vous-même. » Il se leva, son sang-froid s'effritant. « Ce n'est pas fini, » menaça-t-il. « Je vais prendre un avocat. Je vais contester le testament. »« Tu peux essayer, » dis-je, ma voix pleine d'une lassitude qui venait du plus profond de mon être. Mais le testament de Lucien est blindé, et mon esprit est parfaitement sain. Ça te coûtera une fortune que tu n'as pas, et tu perdras. Alors que je me tournais pour partir, il a joué sa dernière carte.
Sophie est enceinte, papa, s'est-il écrié, sa main volant vers son ventre encore plat. De 3 mois. Tu vas être grand-père à nouveau. Les mots m'ont arrêté net. Un bébé. Une nouvelle vie innocente jetée dans ce chaos. Pendant un instant fugace, ma résolution a vacillé. Mais ensuite, je me suis souvenu de son murmure cruel le jour de mon anniversaire. Je me suis souvenu des mensonges, de la manipulation. Un bébé était une bénédiction, mais il ne pouvait pas être une monnaie d'échange. Un enfant mérite des parents responsables, Antoine, dis-je, le dos toujours tourné. Il mérite un père qui est un adulte. C'est peut-être ta chance de le devenir enfin. Je suis parti, le laissant planté là, au milieu de l'odeur des lys et de la défaite. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Le lendemain matin, je suis sorti des jardins d'Argent pour la dernière fois. Maître Dubois m'avait trouvé un magnifique nouveau logement, un petit appartement lumineux dans une résidence sécurisée avec un balcon donnant sur un parc. Il avait également engagé une femme formidable nommée Nathalie, une infirmière à la retraite, pour être une dame de compagnie et une assistante, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il insistait sur le fait que je méritais une vie de facilité et de confort. Les mois suivants furent une période de guérison tranquille et de travail déterminé. La Fondation Lucien Dubois a été officiellement lancée, et nous avons été immédiatement inondés de demandes d'aide de personnes âgées dans des situations douloureusement similaires à la mienne. J'ai trouvé un nouveau but en les aidant, en utilisant l'héritage de Lucien pour donner une voix aux sans-voix. J'ai maintenu une distance prudente avec Antoine. J'ai envoyé un magnifique cadeau à la naissance de ma petite fille, qu'ils ont prénommée Isabelle. J'ai reçu en retour une note de remerciement guindée et formelle. J'ai appris par Léo qu'Antoine et Sophie travaillaient tous les deux à 2 emplois, qu'ils avaient vendu leur voiture de luxe et déménagé dans un petit appartement. Ils vivaient, pour la première fois de leur vie, selon leurs moyens. Un après-midi d'automne vif, près d'1 an après cet anniversaire fatidique, on a sonné à ma porte. C'était Antoine, seul sur le seuil, tenant son bébé. Il avait l'air différent. Plus mince, fatigué, mais avec une nouvelle clarté dans les yeux. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, la voix basse. Nous nous sommes assis sur mon balcon, le bébé gazouillant joyeusement dans ses bras. Antoine n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas cherché d'excuses. Il m'a simplement parlé de sa nouvelle vie. Il a parlé de l'épuisement, de la peur, et de la surprenante et tranquille fierté qu'il ressentait à pouvoir payer ses propres factures. « Je comprends enfin, papa, dit-il, son regard stable et direct. Je comprends ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Et j'ai tellement honte de la façon dont je te l'ai rendu. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas vu l'étranger égoïste qui m'avait brisé le cœur, mais une lueur du petit garçon que j'avais élevé. Le chemin vers le pardon était long, et la confiance qui avait été brisée mettrait des années à se reconstruire, si tant est qu'elle puisse l'être un jour. Mais alors que je tendais la main et prenais la petite main de ma petite fille, ses petits doigts se refermant avec confiance autour du mien, j'ai senti une lueur d'espoir. Mon histoire avait commencé par une fin, la fin d'une vie que je croyais connaître. Mais elle m'avait conduit à un nouveau commencement, une vie de sens, de force et d'un respect de soi durement acquis. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle nous ramènerait un jour, mon fils et moi, l'un vers l'autre, non pas tels que nous étions, mais en tant qu'hommes plus forts et plus sages que nous apprenions tous les deux, à notre manière douloureuse, à devenir.